Matin. Le club de la presse Europe 1, sentiment un peu mitigé ce matin, peut-être chez vous, à l'approche de la prise de parole du président de la République à 13h dans les journaux télévisés de la mi-journée. Alors que va bien pouvoir dire Emmanuel Macron qu'il n'a pas déjà dit hier? Les grandes lignes ont été largement éventées, je vous les rappelle, pas de dissolution, pas de remaniement, pas de retrait du texte, pas de référendum non plus sur les retraites. Alors malgré une puissante envie de s'exprimer des Français, on va en parler. Et puis il y a cette phrase qui a fuité opportunément du conclave hier à l'Elysée avec les parlementaires. La foule n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers ses élus. Tiens, ça explique assez largement le refus du référendum réclamé de toutes parts. Est-ce que le président est bien conscient de ce qui se passe dans le pays? Gilles Legendre, il y a quelques minutes sur Europe 1, l'appelait à reconnaître la crise, des paroles rares dans la bouche d'un élu macroniste ces derniers temps. Et Olivier d'Artigol est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour Dimitri. Chroniqueur politique. Jérôme Begley est avec nous aussi, directeur général du Journal du Dimanche. Bonjour Jérôme. Bonjour. Bon, ça nous dit quoi, peut-être pour commencer Jérôme, de l'état d'esprit du chef de l'État, ces morceaux de phrases rapportés hier sur l'illégitimité de la foule? Est-ce que ça sonne pas quand même comme une provocation? Ça sonne comme du Victor Hugo. Souvent la foule trahit le peuple. C'est la grande phrase d'Hugo. Donc j'imagine que c'est à ça qu'il a fait référence. Donc c'est pas illégitime. Hugo est un auteur et même un homme politique français plutôt à gauche. Donc c'est pas idiot de se référer à lui. Après, il ne faut pas que cette phrase donne l'impression que le président n'a rien compris. Oui. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça donne cette impression? Cette phrase, elle ne me choque pas, elle est puisée aux meilleures sources, mais si elle veut dire que tout ce qui se passe depuis 3 soirs ne l'intéresse pas et n'a pas d'importance, ce serait une faute. Donc un président, c'est quelqu'un qui est garant des institutions de la 5e République et qui doit quand même remarquer qu'il se passe quelque chose. Ouais. Est-ce que c'est gravissime? Moi, je ne le pense pas. Est-ce que c'est grave? Peut-être pas. Est-ce que c'est ennuyeux? Est-ce que ça peut être la bouteille à l'encre dont on ne sait pas combien de millilitres, de centilitres vont se déverser jour après jour? Oui, sans doute. Oui. Donc on ne peut pas se contenter de cette phrase-là. C'est bien de le dire, c'est une vérité absolue, mais maintenant, place aux actes. Donc c'est sans doute ce qu'il va tenter de faire tout à l'heure à 13h à la télévision. Voilà, c'est vrai, se dire, oui mais regardez les outils employés, le 49.3, l'article 47.1, etc., le projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif, tout ça est parfaitement constitutionnel, circulé, il n'y a rien à voir, Olivier d'Artigol. Oui, il va certainement dire ça. De toute façon, à 13h, il s'adresse, il va parler de la retraite à des retraités. Oui, ça c'est la grande formule qui tourne beaucoup. Oui, mais c'est vrai. Et puis à ceux qui rentrent chez eux en province, je fais partie de ce peuple de la province qui peut arriver chez lui entre midi et 2, retourner chez lui. Mais c'est 10 millions de Français qui regardent les journaux de la mi-journée. Oui, que va-t-il dire? Sur la foule, j'ai pas le sentiment que ce soit un hommage à Édith Piaf. J'y ai vu une nouvelle provocation. Ce qui va être très intéressant à 13h, c'est de mesurer la manière avec laquelle il va s'adresser à cette majorité du pays, écrasante majorité, qui ne veut pas de cette réforme, qui ne veut pas travailler 2 ans de plus. Comment va-t-il caractériser ce moment social et politique? Et que va-t-il proposer? Mais dans le même temps, nous lisons que les grands arbitrages ne seront rendus que dans 2 ou 3 semaines. S'il parle pour ne rien dire, et s'il y a une once de provocation dans son propos, ça peut être un cran supplémentaire dans une crise politique et démocratique. La petite image mentale, l'interview, alors effectivement c'est au journal de 13h, ça se veut dans une logique de proximité. Bon, ce sera quand même dans le jardin d'hiver de l'Elysée, format un peu type 14 juillet, genre d'entretien qu'on a après le défilé militaire. Parler pour ne rien dire, vous pensez que le président peut prendre ce risque, Jérôme Begley? Non, ce serait la dernière des bêtises à faire. Il a plusieurs problèmes. Je vais en évoquer en tout cas 2 là. D'abord, il n'y a pas de Premier ministre ou de ministre fort ou de leader de la majorité fort pour avoir une parole qui porte et qui soit apaisante. Donc il est obligé d'aller au charbon, si vous me permettez l'expression, matin, midi et soir, parce que les échelons du dessous ne fonctionnent pas. Ce qu'il n'a pas fait, Jérôme, concernant la pédagogie, l'exercice de pédagogie concernant la retraite sur les derniers mois. Ce qu'il n'a pas fait, ou en tout cas il l'a fait de façon insuffisante, et entre 2 voyages à l'étranger, ce qui fait que les Français se sont dit, ils ne s'intéressent pas à nous, ils préfèrent aller en Afrique, à Bruxelles, en Allemagne, en Ukraine. Bon, ça c'est un vrai problème de fond et qui est un problème de méthode. Par ailleurs, au moment où il a été élu, toujours sur la méthode, il a dit, j'ai compris, j'ai fait des erreurs pendant mon premier quinquennat, on va changer de méthode, on va plus aller dans la concertation
propositions, dans la discussion. Bon, là, ça s'est pas passé exactement comme ça. Ou en tout cas, ça n'a pas fonctionné comme ça à son étage. Alors, certes, il y a eu 170 heures de débat au Parlement. 172, a dit 172 Elisabeth Borne. de débat devant le Parlement, ce qui n'est pas rien. Mais ces débats ont été escamotés, soit par le 49.3 version finale, soit, il faut quand même le dire, par l'obstruction invraisemblable qu'ont fait les députés de la NUPES, qui ont fait que à peine 2 articles de cette loi ont été discutés à l'Assemblée nationale, et le débat a été plus apaisé au Sénat, mais il n'a pas eu la même résonance qu'habituellement il pourrait avoir à l'Assemblée. Oui. Ça, ce sont 2 sujets qui font que les Français ont l'impression que cette loi leur a été volée. En tout cas, que c'est pas ce à quoi ils s'attendaient. Oui, Jérôme, mais complétons le tableau, et c'est d'ailleurs l'actualité du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire le choix d'un projet de loi rectificatif de financement de la sécurité sociale, dès le début a posé problème. Il y a eu une alerte du Conseil d'État sur le fait qu'il ne pouvait être question que de sujets financiers. Et il y a aussi l'accumulation ou alors d'articles de la Constitution ou d'articles du règlement intérieur, par exemple du Sénat avec un vote bloqué, qui fait que l'accumulation de ces processus, de ces procédures, peut altérer à la fois la clarté et, j'ai envie de dire, la sincérité du débat parlementaire. Le Conseil constitutionnel nous le dira. Ça, c'est l'axe d'attaque, effectivement, des saisines déposées par les oppositions contre le texte. Enfin, c'est vrai qu'en dépit de la légalité incontestable du processus démocratique, il y a quand même ce sentiment un petit peu d'un hold-up. Démocratique abîmé par le fait qu'au final l'Assemblée n'aura pas pu voter le texte, et processus démocratique, oui, mais quand même sur un tel texte, et aussi sur le fait que Laurent Fabius a averti, tout sujet qui ne relève pas d'aspect financier sera retoqué. Alors, donc l'index senior. Oui, je voudrais vous faire écouter, puisque vous savez que l'une des issues possibles de la crise actuelle pourrait être un référendum. Emmanuel Macron, à ce stade des opérations, dit non, mais il y a une très très forte poussée en ce sens. Des gens de tous les camps politiques, des économistes disent mais sortons de cette crise par le référendum. Je voudrais vous faire écouter un extrait de Michel Debré, le père de la Constitution de la Ve République, expliquant l'esprit du texte. Nous sommes le 15 septembre 1958. Vous allez voir, c'est assez éclairant sur le rôle des uns et des autres, et en particulier du président de la République, en cas de conflit avec le Parlement. Extrait. L'essence de la démocratie, c'est le conflit. Le rôle du président de la République est de régler les conflits entre le gouvernement et le Parlement. Et il les règle, non pas tant par ses pouvoirs propres de décision, mais par le fait qu'il sollicite la décision du Conseil constitutionnel, ou qu'il sollicite la décision par référendum ou par dissolution. En réalité, il n'y a pas d'assemblée souveraine. La seule souveraineté, c'est le peuple, et le président de la République fait appel à lui en cas de conflit. Il n'y a pas de méthode plus démocratique et plus libérale si l'on veut rester dans un régime de liberté. Voilà, Michel Debré, 15 septembre 58. En réalité, il n'y a pas d'assemblée souveraine. La seule souveraineté, c'est le peuple. Magnifique archive. Ah mais oui, mais en fait, on est à l'opposé exact de l'interprétation faite par Emmanuel Macron et d'autres macronistes. On peut quand même se dire qu'il y avait du niveau politique. Oui, il y avait du niveau politique. Mais bon, il va falloir regarder sur la prochaine période comment évolue le référendum d'initiative partagée. Il a été déposé au Conseil constitutionnel qui doit trancher dans les prochaines semaines. Il faut aller chercher 4,7 millions de soutiens. 1 million de soutiens avaient été réunis par exemple sur l'aéroport de Paris. Donc je pense que les ressources populaires pour soutenir ce RIP, elles sont là présentes dans le pays. Mais au final, c'est le président et les 2 assemblées qui auront, encore une fois, le dernier mot. C'était la limite de la réforme constitutionnelle de 2008. Oui, Jérôme Béglé. Alors, parce que rappelons quand même que le premier RIP, il y a 3 ans, sur la privatisation d'ADP n'aboutit pas. Il n'y a qu'1 million de voix. N'empêche qu'ADP n'a jamais été privatisé. Autrement dit, vous avez là une arme de dissuasion politique massive. Alors, ADP n'a pas été privatisé aussi pour des questions de bourse. Bon, ADP pourrait l'être. Oui, ça a été le prétexte. Et le si contexte vous me demandez mon avis, devrait l'être, mais je ne suis pas certain qu'il y ait un lien de cause à effet direct entre cette pétition qui a recueilli 1 million de signatures et la non-privatisation d'ADP. Après, bon, le président, il a donc 3 solutions. Il a référendum. Dans l'état actuel des choses, il demanderait si 2 et 2 font 4, les Français diraient non. Oui, ça sera un référendum pour ou contre lui. Quelle que soit la question qu'il posera, on dira non. Bon, donc on élimine ça. Il y a après un remaniement ministériel, un changement de Premier ministre, on va se dire les choses. Elisabeth Borne, ses semaines sont comptées. Pas ses jours, ses semaines sont comptées. Oui, je vois pas. Moi, ce qui m'a frappé avant-hier... Mais c'est une exécutante, pour mettre un autre exécutant à sa place. Ce qui m'a frappé avant-hier, lors du moment où elle a défendu son gouvernement contre les 2 motions de censure, il y avait
les députés Renaissance étaient minoritaires dans l'Assemblée. Il y en avait 1 sur 2. Et encore, je suis large, généreux. C'est quand même le signe ostensible et visible qu'elle est lâchée par sa majorité. Ça ne pourra pas durer longtemps. Bon, je ne dis pas qu'elle va sauter là, mais avant l'été, il va forcément se passer quelque chose. Après, le recours à la dissolution, le recours au peuple, moi, il ne me choquera jamais. Il faut savoir ce qu'on veut. Si aujourd'hui, on revote aux législatives, la NUPES gardera son étiage, le Rassemblement national doublera son score, et on n'aura pas de majorité possible entre eux pour faire vite l'extrême droite et l'extrême gauche. Non, mais il n'y a que des mauvaises solutions. Une crise politique à la crise politique. Cher Jérôme, une autre piste qui est évoquée par des membres du camp présidentiel, que ce soit par Édouard Philippe ou hier dans un journal par Jean-Louis Bourlange. Le fait d'aller chercher dans la configuration actuelle une majorité certes étroite mais solide qui tient au vent en allant chercher les LR Macron compatibles. Il y a quelques discussions. Ce qui serait l'étape ultime de l'évolution du macronisme. De quoi le macronisme est-il le nom? D'une politique de droite avec la droite. Allez, ce sera le mot de la fin. On n'aura pas eu le temps de parler des violences, c'est dommage, mais m'est avis que l'ordre contre la révolution, c'est peut-être le nouveau clivage aussi qui apparaît sur les retraites. On aura l'occasion d'en reparler puisque sans doute ce soir il y aura encore du monde dans les rues de Paris et puis demain dans les rues de France même. Demain, vous le savez, c'est la grande mobilisation populaire, la 9e journée de mobilisation intersyndicale. On aura donc l'occasion d'en reparler. Merci à tous les deux, Olivier d'Artigol, Jérôme Béglé, Anissa Haddadi. Les